Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour et désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de souci, économiste et président du Cahier vert de l'économie. Alors c'est intéressant, hein, contrairement à ce qui avait été annoncé, vous avez suivi ça la semaine dernière par le Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale, eh bien voilà, la suppression de l'ISF et la taxe d'habitation par tranche, ça sera bien non pas en 2019, mais en 2018. Les promesses de campagne sont a priori tenues. Ce revirement, vous le saluez? Non. Non, je ne salue pas ce Il salue revirement rien ni parce que... personne. Non, mais enfin, je veux dire, il ne s'est pas passé à peine 2-3 semaines ou 4 semaines sans que l'on ne recommence avec ces zigzags quasi permanents qu'on a vus sous le quinquennat Hollande ou sous le quinquennat Sarkozy. Cette improvisation, cette gesticulation, ce bricolage quasi permanent qu'on a vu au cours des derniers quinquennats. Et voilà, alors que la situation quand même sur le plan... macro général, sur le plan politique, pour l'actuelle majorité présidentielle et parlementaire, est presque idéale, voilà qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on recommence avec cette technique française de zigzag quasi permanent. Mais Comment voulez-vous ? Le zigzag était justifié par l'idée justement de respecter les 3% de déficit public. C'était ça l'alpha et l'oméga. Tout le monde le savait, enfin voyons... les dérapages de... Vous faites non, allusion aux dérapages Emmanuel de Hollande. Macron a toujours souhaité, a fait passer en premier plan, avant de se déjuger, avant cette volte-face. Je ne pense pas, moi, que je pense que tout le monde le savait. Et d'autre part, de toute façon, c'est le respect absolu de cette norme totalement uniforme, arbitraire et, à mon avis, absurde. C'est une ineptie de respecter ses engagements européens? Non, c'est pas une ineptie, mais il dispose d'un capital politique, Macron. Il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour dire à l'Allemagne, pour dire à nos partenaires européens, écoutez, je mets la priorité avant tout sur les réformes structurelles, dont d'ailleurs la baisse de l'ISF, la flat tax sur les revenus du capital. On ne sait pas quand ça, on ne sait pas si ça sera 2018 ou 2019, c'est pas très clair. Ouais, c'est pas très clair, mais de toute façon, il aurait dû dire ça à l'Allemagne. Excusez-moi pour le déficit public, mais je vais quand même pas, dès la première année, impacter l'économie française de façon récessive en faisant des augmentations d'impôts ou en faisant des baisses excessives de dépenses. Laissez-moi 1 ou 2 ans pour respecter un certain ratio, mais pas de 3%. Mais laissez-moi le temps de mettre le paquet sur la réforme structurelle en France. Voilà. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Parce qu'il y a des hausses d'impôts, la fiscalité écologique, et il y a le prix du paquet de cigarettes. Écoutez, et oui. puis il y a aussi cette ambition du Premier ministre de stabiliser la dépense publique en volume. C'est du jamais vu. On ne l'a jamais fait. Hein. Mais oui, à chaque fois, excusez-moi, mais à chaque fois que j'ai des interviews avec les journalistes, la stabilisation au volume des dépenses publiques, on ne l'a jamais fait. On a entendu ça avec Hollande, on a entendu ça avec Sarkozy, on a entendu ça combien de fois? Enfin, moi, depuis... Donc vous n'y croyez pas? Non. Fondamentalement, j'y crois pas. Alors, sur la dépense publique, j'y crois pas parce que, de toute façon, je crois que c'est quasiment dans l'ADN de la classe politique française de considérer que gouverner, c'est dépenser. Et puis, comme je dis souvent, je dépense donc je suis. Si vous écoutez des élus politiques, des élus locaux ou nationaux, c'est souvent ce qu'ils ont dans la tête. Alors je sais bien qu'il y a eu Oui, il s'est passé quelque chose quand même. Oui, il y a eu du renouvellement, mais je ne vois pas dans l'exécutif en tout cas. C'est vrai qu'il y a eu un gros renouvellement au niveau du Parlement, 75%. La moyenne de la 5e République, j'avais regardé ça dans les statistiques de la Fondation pour l'innovation politique, je crois qu'on est à 48. Là, il y a eu indéniablement un renouvellement, mais au niveau du Parlement. Ouais. Quand je vois que dans l'exécutif, on reprend des anciens ministres sous Jospin ou même sous Hollande, etc., pour l'instant, dans l'exécutif, je ne vois pas véritablement à la fois d'esprit de renouvellement et surtout d'innovation. Mais encore une fois, que les promesses fiscales soient respectées, ce qui n'était manifestement pas le cas il y a une semaine, c'est quand même une bonne chose, qu'on reste dans l'épure de ce sur quoi on a voté. Mais on a perdu beaucoup de capital, je crois. Je crois qu'on a perdu beaucoup de crédibilité en interne et en externe. Et pour finir sur la partie dépenses publiques, il ne faut jamais oublier que derrière les dépenses publiques, il y a des rentes. La France, c'est une économie de rentes. Et les rentes aussitôt accordées sont sanctuarisées, on le sait très très bien en France. Voilà, donc c'est pour ça que je n'y crois pas fondamentalement, mais je ne demande qu'à me tromper. Mais en tout cas, les premières semaines de l'exercice du gouvernement, pour l'instant, ne vont pas dans le bon sens. Bon, Surtout que, franchement, sur la fiscalité du capital, là vraiment, il faut mettre le cap là-dessus. Il faut vraiment orienter
les anticipations favorablement et dire à tous les investisseurs français et étrangers, on met le cap là-dessus. On a une super fenêtre d'opportunité à cause du Brexit, à cause du caractère totalement chaotique de la présidence américaine Trump, à cause du fait que, effectivement, Macron, je regardais ça l'autre jour au sein du G7, est véritablement le chef d'État le plus nouveau, le plus potentiellement innovant. Parce que même Angela Merkel, elle va entamer son 4e mandat, elle est un petit peu usée. Le président du Conseil italien ne compte pas vraiment. Trump, c'est Trump. Theresa May, totalement affaiblie. Donc, vous voyez, il aurait pu utiliser, il pourrait utiliser ce capital pour vraiment lancer un processus. Et là, ces valses, ces hésitations, ces zigzags, à mon avis, portent déjà atteinte à sa crédibilité. Moi, j'ai déjà eu, par rapport à ces événements, des conversations avec les chefs d'entreprise. Alors, je ne sais pas si ça va se voir dans les sondages ou dans les enquêtes d'opinion, mais je trouve que ça lui a déjà coûté. Bon, sachant que l'objectif du gouvernement qui a été rappelé par le Premier ministre en termes de baisse de la pression fiscale sur le quinquennat, c'est un point de PIB. On va quand même rester les champions d'Europe de la pression fiscale dans 5 ans. Quand on vous fait des prévisions d'un point sur 5 ans, vous voyez bien que manifestement ce gouvernement manque d'ambition. Voilà. Parce qu'en fait, ce gouvernement, cet exécutif, cette majorité présidentielle pense déjà à sa réélection. Parce que dans 4 ans et demi, David, on recommence. Hein. On recommence. Il faut laisser sa chance au produit quand même. Hein. Pardon ? Il faut laisser sa chance au produit. Hein. Oui, mais il est obligé de délivrer non seulement au niveau macroéconomique général, au niveau de la situation, mais au niveau des gens aussi. Il faut ramener les gens dans le troupeau. Quand je dis les gens, c'est ceux qui ont voté Mélenchon ou Le Pen, etc. Donc c'est vrai qu'il a pas seulement un objectif économique général ou un objectif politique général, il a un objectif politique particulier parce qu'il sait de toute façon, et ça c'est assez objectif, que pour réformer valablement la France, pour enrayer le déclin, il lui faut plus qu'un mandat, il lui faut plus qu'un quinquennat. Et c'est là l'ambiguïté des choses. Bon, on change de sujet parce que l'heure tourne. Les marchés, on parle des marchés qui semblent perturbés maintenant depuis quelques jours par les changements de politique monétaire en cours, surtout aux États-Unis et même un petit peu aussi en zone euro, d'où on a vu des mouvements assez erratiques, assez importants sur les taux longs ces derniers jours. Vous comprenez ce changement d'humeur ? Oui, d'ailleurs il était un petit peu long à se manifester, hein. C'est surtout après la réaction après le discours de Mario Draghi à Sintra, qui a été la plus forte, en particulier en Europe, mais même également au niveau mondial. Parce qu'il avait dit que les pressions reflationnistes prenaient le pas sur les pressions déflationnistes. C'est ça qu'il a dit en substance. Il y a une petite, c'est plus l'interprétation du marché qui a été dans un sens plutôt, comme on dit, hawkish, c'est-à-dire un sens restrictif, qui a provoqué le sell-off sur le marché obligataire et sur le marché action, ainsi que sur la plupart des marchés d'actifs risqués. Donc Mais effectivement, l'impulsion initiale est venue de la première banque centrale, celle qui compte le plus au monde, c'est-à-dire la Réserve fédérale. Vous comprenez ce changement d'humeur ? Parce que, encore une fois, les banques centrales préparent les marchés depuis tellement longtemps à tout ça. C'est comme s'ils découvraient un truc qui est une évidence. Écoutez, il y a 2 mois, j'avais fait une chronique hebdo pour mes clients dans laquelle que j'avais intitulé « Investisseurs regardent aussi les banques centrales ». Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une certaine complaisance à l'égard des principales banques centrales. Celle qui compte le plus pour les marchés, c'est et de loin la Réserve fédérale, plus loin la BCE, et puis très loin également la Banque d'Angleterre, qui a aussi été dans un sens plutôt restrictif dernièrement, la Banque du Canada, un certain nombre de banques centrales de petits pays qui vont dans un sens plutôt restrictif. Et il ne faut pas oublier, parce que les gens ont de la mémoire, hein, que rien n'aurait été possible au cours de ces 8 dernières années si les banques centrales n'avaient pas mené une politique aussi fortement accommodante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une fois je vous avais dit, parce que vous aviez, dans une interview précédente, semblé un petit peu critiquer le quantitative easing, c'est-à-dire l'assouplissement quantitatif. Vous ne l'avez pas critiqué, mais vous étiez fait écho d'un certain nombre de critiques. Je vous avais dit... Quand ça dure trop longtemps. Oui, voilà. Et quand ça commence trop tard en zone euro, que ça dure trop longtemps. Voilà, mais je vous avais dit, de façon un peu provocatrice, que si dans les années 30, on avait eu le quantitative easing, on aurait peut-être évité Hitler. Ouais. Si on n'avait pas eu le quantitative easing, il est bien évident qu'on n'aurait pas connu. Mais c'est plus le sujet, Aujourd'hui, c'est la sortie. Oui, mais alors, vous savez, la sortie, c'est toujours un petit peu handicapant, d'abord parce que les bilans des banques centrales ont progressé comme jamais. Hein. On sait que la dette est à un niveau record historique du temps de paix. Il faut quand même savoir que la dette du secteur non financier, c'est-à-dire des ménages, des administrations publiques et des entreprises non financières dans le monde, est beaucoup plus élevée qu'en 230 points de PIB.
est beaucoup plus élevé qu'en 1929, par exemple. Et plus élevé qu'en 2007 surtout. Et plus élevé À la qu'en veille de la 2007. crise. Voilà. Bon, Et donc, si vous voulez, elles ne peuvent pas normaliser brutalement. La politique monétaire, dans ce cadre, c'est plus un art qu'une science. Et d'ailleurs, à mon avis, les dernières déclarations, c'est plus un test. Elles savent bien que la conjoncture économique actuelle devrait permettre d'absorber un petit peu un éventuel choc sur les marchés, mais pour elles, c'est plutôt un test. Alors, la Réserve fédérale, pour répondre totalement à votre question, est la première banque centrale qui envisage aujourd'hui, à partir de la rentrée, de réduire son bilan. Puisque depuis la fin 2014, elle maintenait son... Graduellement, tout doucement, la réduction du bilan, c'est quelque chose... Oui, mais à horizon 4 ans, ça nous fait pas loin de 2 trillions. 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars, ça fait presque la moitié de ce qu'elle a ajouté depuis la grande crise de 2007. Donc c'est pas totalement négligeable. Hein. Et on ne sait pas trop quel impact ça aura à la hausse, évidemment, sur les taux longs. Il n'y a pas que les taux longs, David. C'est ça qui finance l'économie américaine, c'est les taux longs. Oui, non, mais il n'y a pas que le marché obligataire, il y a les effets de rebalancement du portefeuille. Ouais. C'est-à-dire que quand la Réserve fédérale a acheté des treasuries, comme on dit, des obligations souveraines, ou des produits asset-backed securities de refinancement hypothécaire, elle a dégagé des liquidités dont les investisseurs se sont servis pour acheter des actions, plus risquées, des obligations privées, etc. Quand on va leur retirer, c'est l'effet inverse qui va jouer, même si ça prend du temps, si ça va être graduel. Parce que historiquement, et vous avez une vision longue des choses, historiquement, tous les resserrements monétaires, vous l'écrivez régulièrement, parce que je vous lis, ont généré des corrections, des perturbations sur les marchés. Absolument. Pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Parce que, en moyenne, vous l'avez calculé, c'est 400 points de base en moyenne des resserrements monétaires sur les différents cycles qu'on a connus depuis à peu près les années 80, qu'on n'aura pas aujourd'hui. On n'aura pas 400 points de base. Donc, c'est là que ça pourra mieux se passer, même s'il y a un stock de dette qui est plus élevé. Si je puis me permettre une petite Permettez-vous, remarque, mon cher. c'est qu'en fait, il faut se référer en shadow banking, c'est-à-dire taux d'intérêt directeur fictif. N'oubliez pas shadow banking? Oui, shadow rate. Shadow banking, c'est parce que je pensais à la Chine. Je pensais à la Chine. Le shadow rate. Le shadow rate, c'est-à-dire le taux... ce que c'est, mais allez expliquer. Le taux fantôme. Parce que les taux d'intérêt ne peuvent pas descendre de manière négative. Quand le taux d'intérêt directeur américain est tombé à la fin 2008 à 0, vous savez bien que la politique d'assouplissement a continué via le quantitative easing et via ce qu'on appelle la forward guidance, la capacité de la Réserve fédérale à peser sur les anticipations. Et en fait, le taux d'intérêt shadow a baissé jusqu'en mai 2014. C'est un taux théorique, qui prend en compte les achats d'actifs massifs et tout ce qu'elle a fait à côté, en plus des baisses de taux. Mais à partir du moment où elle a annoncé la fin du en théorie, on était à moins 3%, le shadow rate était à moins 3 quand? En mai de 2014. Et aujourd'hui, on est aux États-Unis. Maintenant, le taux d'intérêt directeur, il a plus de 1. Et donc, le taux d'intérêt directeur, parce qu'une fois qu'on repasse en taux d'intérêt positif, on reprend le taux d'intérêt directeur. Donc, il y a eu un différentiel de 400 points de base. Exactement. Qu'on retrouve le fameux 400 points de base. La boucle est bouclée. Alors, les choses ne sont pas totalement comparables. Ça peut, si la question initiale, c'est de me dire, est-ce qu'il va y avoir une très forte correction du marché? Non, mais ça va secouer. Est-ce que ça va secouer sur les marchés? Forcément. Nous avons un couloir étroit dans lequel, si tout va à peu près bien, les banques centrales resserrent. Et si tout ne va pas très bien, tout ne va pas très bien. Ça veut dire que les banques centrales, effectivement, suspendront provisoirement leur politique de resserrement, mais ce sera parce que, précisément, ce resserrement des conditions financières aura impacté la conjoncture. Donc, en fait, on est dans un couloir très étroit. Et du point de vue de l'espérance de rentabilité ajustée du risque, des marchés d'actifs risqués, ça rend les choses beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Jean-Pierre Petit, dans ce couloir très étroit, il y a une première haie, elle a lieu, elle se produira en septembre. Que va faire la Fed en septembre? On a le sentiment que c'est très ouvert. Écoutez, parce que le rapport sur l'emploi est quand même excellent, le rapport du mois de juin, 220 000 créations de postes. Alors on dira effectivement, il y a des jobs créés dans le public, ok d'accord, mais globalement c'est quand même hyper satisfaisant. Il est bon. Que va faire la Fed alors qu'il y a cette question de... On voit que l'immobilier américain est quand même sur des niveaux assez élevés, qu'il y a des problèmes sur les crédits auto aux États-Unis, le marché automobile. Il y a des petites choses à suivre. Dans les grands facteurs préventifs de récession aux États-Unis qu'il faut toujours regarder, il y a les marges des entreprises qui baissent. Je parle des marges macro au niveau domestique américain qui baissent assez sensiblement. Il y a effectivement... Pas dans tous les secteurs. Ça dépend des secteurs. Non, mais en macro. Sectoriellement. Oui, en macro. Sachant qu'il s'agit des marges macro, il ne s'agit pas des EBIT margins du S&P 500 qui sont un petit peu différents. Quelle différence? C'est-à-dire que les EBIT, si vous voulez, le S&P 500 réalise... EBIT, c'est les résultats d'exploitation. 35% de son chiffre d'affaires à l'extérieur des États-Unis. La part des exportations aux États-Unis est beaucoup plus faible. Et en plus, dans les marges macro que je vous signalais tout à l'heure, la partie internationale n'est pas prise en compte. Et le secteur financier aussi n'est pas pris en compte. Voilà, des petites différences. Bon. Mais historiquement, quand les marges baissent,
Quand les conditions de crédit se resserrent, conditions de crédit bancaires, vous mentionniez tout à l'heure les petits problèmes qu'on a sur les credit cards, sur les prêts étudiants aux États-Unis. C'est pas un sujet ça quand même qu'il faut Si, observer. c'est un sujet qu'il faut surveiller. On a aussi une situation de l'immobilier commercial qui est quand même plutôt tendue. Est-ce que ça va générer automatiquement une récession? Franchement, même pour quelqu'un de très prudent comme moi, honnêtement, à horizon 1 an. À horizon prévisible, la réponse est non. En revanche, ce que je dis souvent aux investisseurs, méfiez-vous. Vous pouvez avoir des ralentissements économiques relativement substantiels qui peuvent générer des bear markets, c'est-à-dire des marchés baissiers de plus de 20%. Alors justement, on va parler des marchés, mais juste sur septembre. Elle fait quoi en septembre, Janet Yellen? Pour moi, le 20 septembre, je crois. Elle a dit, de toute façon, la restriction de la réfaction du bilan, c'est this year dans le communiqué. Ouais. Et dans la conférence de presse qu'a conduite Janet Yellen ensuite, elle a dit rather soon, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc c'est plutôt à la rentrée, a priori. Bon, si jamais les choses sont un petit peu secouées cet été au niveau des marchés, probablement qu'elle repoussera le délai. Mais sinon, elle le fait à la rentrée. Bon, un mot des marchés, justement, on finit là-dessus. Les marchés actions qui sont plafonnés maintenant depuis quelques semaines, quelques mois. Est-ce que cette pause est justifiée? Est-ce qu'elle n'est pas nécessaire après, si on prend le CAC 40, 60% de hausse en 5 ans? Alors, Madame Soleil, dites-moi tout. 60% de hausse pour le CAC 40, mais alors 250% de hausse pour le S&P 500 depuis le 9 mars 2009, ce qui en fait un des marchés actions les plus rentables sur cette période de 8 ans et demi maintenant, puisque ça a démarré le 9 mars 2009. Ça fait le troisième d'ailleurs qu'on suit depuis 100 ans, le troisième marché le plus rentable et le deuxième plus long, puisque ça a commencé le 9 mars 2009. Les investisseurs il est ont plus mangé long leur pain maintenant blanc. que celui de On a mangé notre pain 21-29. blanc ou pas alors? Écoutez, il est évident que dans les deuxièmes parties de cycle, l'espérance de rentabilité diminue. De mon expérience d'économiste de marché, un bear market ex ante n'est jamais consensuel, une récession n'est jamais consensuelle. Par contre, vous trouverez toujours une armée de gens pour vous expliquer pourquoi elle a eu lieu quand elle a eu lieu. Alors, donc on ne sait pas. Non, attendez. Vous avez quelques marqueurs. La valorisation. Quoi qu'on en dise, la valorisation est absolue. Alors, ça ne joue pas tellement sur le court terme, mais ça joue plutôt sur le moyen terme. Vous avez les marges, la profitabilité qui baisse aux États-Unis, d'une manière générale. Le momentum macro. Le consensus forecast, l'année prochaine, prévoit une croissance aux États-Unis pour 2018 de 2,4%. Pour moi, la croissance potentielle est à 1,5% aux États-Unis. Par quel miracle on ferait 2,4%? On peut faire 2,4% si jamais il y a un plan de relance budgétaire et On ne fiscal. voit pas pour l'instant. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses sont quand même très très floues aujourd'hui. Il y a une menace de resserrement monétaire de la Réserve fédérale. Vous venez vous-même de donner la réponse à votre question. Enfin, je viens de vous aider à donner. Heureusement qu'il est là, Jean-Pierre Petit. Non, mais à la question. Voilà, on sait. On ne sait pas exactement le timing, l'ampleur. Et comme j'y faisais allusion tout à l'heure, les gens me disent toujours, les investisseurs me disent, mais on n'a pas de récession un an, donc il n'y a pas de problème. Je leur dis, attention, il peut y avoir une correction obligataire, celle de 87 par exemple. Il peut y avoir un choc exogène et puis surtout, il peut y avoir un simple ralentissement. Des déceptions fortes sur la macro et la micro peuvent générer un bear market. Le bear market de 62 par exemple, ou le bear market de 66. Mais la croissance mondiale quand même se porte bien, il y a une accélération du commerce mondial et on finit là-dessus. Le taux de chômage à l'échelle du monde est quasiment au plus bas historique. Quand on regarde ça, on dit que les données, en tout cas en instantané, sont plutôt bonnes. Je suis désolé d'avoir à vous le dire, David. Quelle Cassandre, allez. Non, mais le point bas du taux de chômage est un indicateur avancé de récession aux États-Unis. Ah bah oui, je suis désolé. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'à 4,4%, le taux de chômage est au plus bas de ce cycle. Il peut encore baisser, mais méfiez-vous bien de cela. C'est caractéristique de la fin des deuxièmes parties de cycle. Oui, sauf que la participation des gens, des salariés au marché du travail n'est pas non plus très élevée aux États-Unis. Donc ça vient un peu corriger ce bas taux de chômage. En compte le taux de chômage très large, c'est-à-dire en tenant compte des chômeurs découragés et des gens qui travaillent à temps partiel subi. On est à 8 et quelques, c'est ça? On est à 8,5. Ouais. Et le point bas de 2007, c'était 7,9. On a encore de quoi, effectivement, alimenter des créations d'emplois non inflationnistes. Mais il ne faut pas rêver. On est quand même déjà... là, on entre dans le 96e mois du cycle d'expansion. Je rappelle que la moyenne d'après-guerre, c'est 58 mois et demi. Et depuis 1854, c'est 38 mois et demi. Alors, oui. Non, mais je sais ce que vous allez me dire. Voilà. La croissance a été faible. Est-ce qu'on a des gros déséquilibres? La réponse est non. Mais même lorsque je vous dis ça, je me méfie un petit peu de ce que je vous dis, parce que historiquement, il n'y a jamais de consensus ex ante pour prévoir une récession. C'est ce qui fait le charme. C'est avant et ex post c'est après. Voilà. Et franchement, pour un investisseur, c'est extrêmement important.
Car sur l'après-guerre, une récession aux États-Unis, ça coûte moins 29 pour le S&P du pic au creux. Et ça, moins 29 sur un portefeuille, si vous voulez, Ça fait mal. ça fait mal dans la durée. Bon, voilà, merci à vous. Merci pour ces commentaires. Ce fut un plaisir. Jean-Pierre Petit, économiste, Encore désolé président pour ce retard. des cahiers verts de l'économie, s'est rattrapé. On se revoit évidemment à la rentrée. Ah bah, Et absolument. d'ici là, passez de bonnes vacances. Merci à vous Jean-Pierre. aussi. Bye.